Bonsoir, bienvenue au Théâtre de la Concorde. Je me présente, je suis Elsa Boublil, directrice du Théâtre de la Concorde. Vous le connaissez sans doute ce théâtre parce que Hugo Micheron est là depuis un an et nous présente son cycle sur l'IA et la démocratie, puisque le Théâtre de la Concorde est ce lieu qui a maintenant un an, où l'on réfléchit à la démocratie par l'art. La démocratie étant le point d'entrée, d'ancrage de ce théâtre, mais sans démocratie, sans art, pas de démocratie. Ça, c'est certain. On sait bien que c'est ce qui est bâillonné en premier, l'art. Et ce n'est pas un hasard complet si ce soir, on commence ce cycle de commémoration voulu par la ville de Paris, notamment commémoration des attentats de 2015, parce que c'est un lieu culturel qui a été visé en 2015 et que s'en prendre à la culture, pour ne pas dire à l'art, parce que pour faire de la culture, il faut des artistes, ce n'était pas du tout un hasard. C'est ce lieu où l'on se rassemble, ce lieu où l'on communique, ce lieu où l'on est ensemble autour d'une émotion, autour d'une réflexion. Alors le Théâtre de la Concorde, c'est ce lieu que l'on a souhaité justement comme lieu de réflexion, mais par l'émotion. C'est-à-dire qu'on remette du dialogue, que l'on remette des idées qui ne sont pas toujours partagées pour pouvoir réfléchir à la société de demain. Alors pendant cette semaine, on va avoir des réflexions. On commence avec toi, Hugo, et Arthur et Anne, pour essayer de réfléchir à ce qui a changé depuis 2015. Est-ce que la société a bougé? Qu'est-ce qu'il en reste? Et justement, est-ce qu'on arrive toujours à débattre? Est-ce qu'on arrive toujours à dialoguer correctement? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Et la place des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle dans cette problématique, qu'est-ce qui a changé depuis? On sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais au niveau des réseaux et au niveau de la société. Alors le Théâtre de la Concorde, c'est ce réseau social humain que l'on a voulu, où l'on se réunit, la plupart du temps gratuitement, comme ce soir, c'est 80% gratuit, où l'on réfléchit, où l'on apprend ensemble et où l'on propose des spectacles. Ça sera le cas en fin de semaine, vendredi et samedi, où on proposera la pièce Les Consolantes sur les témoignages historiques, si l'on peut dire, mais déjà 10 ans, c'est déjà de l'histoire, des rescapés des attentats qui ont été fauchés par la vie et qui restent. Et qu'est-ce qui reste? Donc ça sera une pièce que je vous invite à venir voir. Et puis il y aura tous ces autres moments que l'on va vivre ensemble. Mais je reviens sur ce soir, puisqu'ici c'est un lieu de mémoire, c'est un lieu de parole et vous êtes toujours les bienvenus à échanger avec nous. C'est ce lieu de rapport à la démocratie, donc on parle des radicalités nouvelles, anciennes. Et puis ce rôle de l'IA, avec toi Hugo, on a déjà depuis l'année dernière, on a fait je crois 7 ou 8 séances. On recommence sur 8 séances cette année. Une fois par mois, Hugo Micheron vient réfléchir avec vous, avec nous, sur cette intelligence artificielle qui est en train de façonner et de changer complètement le visage de nos démocraties. Et donc, je suis très fière, moi, de commencer, de vous accueillir ce soir, de vous accueillir Anne-Rose Ancher, Arthur Desnouveaux et Hugo Micheron pour discuter de cette société nouvelle. On l'a appelée comment? 10 ans après les attentats du 13 novembre. Oui, voilà, on commence ce soir avec vous. Et n'hésitez pas à prendre la parole, à lever vos mains. Vous connaissez comment ça marche avec Hugo Micheron. Et si vous êtes nouveau, il suffit simplement d'avoir envie de discuter. Et je crois que la parole est partagée. Merci beaucoup. Merci infiniment Elsa Boublil. Merci de nous recevoir dans ce lieu magnifique. Je vous invite à toutes et tous de regarder la programmation de ce théâtre. Ils font des choses extraordinaires et vraiment on est extrêmement heureux de pouvoir être sur scène tous les trois et avec vous pour parler de ce sujet qui évidemment est dur. Et je tiens à vous remercier en premier lieu de faire l'effort de venir ce soir. On en parlait avant de venir. C'est un sujet qui est difficile à aborder pour nous, mais qui est aussi pas facile à aborder pour vous. Et il y a beaucoup de gens qui, au dernier moment, un petit refus d'obstacle. Est-ce qu'on a vraiment envie, un mardi soir,
de revenir sur des événements qui, il faut bien le dire, ont changé la face de beaucoup de choses, et à commencer par le débat public. Ce soir, on va parler donc de ce qui s'est passé il y a 10 ans, de son impact sur la société française, sur le débat public, et on va voir comment les réseaux sociaux et les nouvelles innovations technologiques, dont l'intelligence artificielle, viennent parfois amplifier des dynamiques anciennes, en créer des nouvelles, mais aussi peut-être des nouvelles manières d'aborder ces sujets. Et de ce point de vue-là, on vous présentera aussi les résultats d'une étude qui m'avait été suggérée par Arthur en préparation de cet événement. Je vais présenter évidemment les intervenants. Arthur Desnouveaux, vous êtes président de l'association Life for Paris, qui est la plus grande association de victimes, je ne sais pas si le terme est le plus qualifié, de victimes des attentats du 13 novembre. Vous avez pris le sujet à bras-le-corps. Vous étiez vous-même le 13 novembre au soir au Bataclan, et vous allez nous en parler. Et vous avez monté cette association qui a joué un rôle extraordinaire, notamment au moment du procès. Vous venez de sortir un livre qui s'appelle « Sortir du Bataclan », qui est très remarqué. Et donc je vous remercie infiniment d'être avec nous ce soir. On a également la chance et le bonheur d'avoir Anne Rosencher, journaliste à l'Express, directrice déléguée de l'Express, et vous l'entendez sans doute sur France Inter le vendredi matin à 7h43 pour ses chroniques souvent remarquées. Merci Anne d'être ici, et on aura donc, j'espère, l'occasion de discuter à bâton rompu. Coupons-nous la parole s'il le faut, et on se tournera vers vous dans la salle effectivement pour rebondir sur les différents points ou aborder ceux qui n'ont pas été assez à votre goût. Sans plus tarder, Arthur, peut-être est-ce qu'on peut revenir ensemble sur ce qui s'est passé il y a 10 ans pour vous, pour la société française, et ce qui s'est passé depuis. Bonsoir à tous, merci beaucoup Hugo, bonsoir Anne. Hugo parlait de franchir l'obstacle, alors je suis désolé, je vais commencer par l'obstacle. On est là parce qu'il y a 10 ans, un des pires fantasmes s'est réalisé, c'est-à-dire qu'on a eu la projection par un groupe terroriste d'un commando sur le sol français, en particulier dans le Grand Paris. Commando qui a réussi à mener à bien, presque comme il le voulait, les attaques qu'il avait fomentées. Ça cristallise beaucoup de choses. Ça cristallise la capacité d'un groupe terroriste à prendre un territoire au Levant, la capacité à récupérer de l'argent, mais aussi la capacité à projeter les troupes et à en recruter sur le sol. Et ça a été une des caractéristiques très importantes qui fait toujours aujourd'hui très peur quand on pense au 13 novembre, c'est qu'il montre à quel point l'idéologie djihadiste peut, grâce aux réseaux sociaux notamment, venir recruter des jeunes français, leur laver le cerveau, leur donner une nouvelle idéologie et leur dire qu'ils peuvent rentrer dans une salle de concert et tirer dans le dos de gens avec lesquels ils sont allés à l'école, aller sur des terrasses, les mitrailler, ou essayer de rentrer au Stade de France et les tuer. Donc, je vais juste revenir sur les faits très rapidement. C'est 130 morts ce soir-là, plus 2 suicides depuis. C'est le Stade de France, c'est ce qu'on a appelé communément les terrasses, où il y a en fait des restaurants, des cafés, où il y a des passants dans la rue, où il y a des gens dans leur voiture qui se font tuer. Et puis c'est le Bataclan, on y reviendra, qui dans l'imaginaire collectif joue un rôle très particulier, probablement parce qu'il y a cette notion d'enfermement, parce qu'il y a cette notion de prise d'otage, mais surtout parce qu'il y a la durée et qu'il y a les chaînes d'infos en continu qui sont capables d'en rendre compte, ce qui démultiplie l'impact, avec en plus une prise de parole du président avant que l'assaut soit donné, qui a donné tout un relief très particulier. Ça, c'est les faits. Il y a ensuite ce qu'on en a fait. Il y a ce qu'on en a fait, nous, au niveau individuel, en tant que victime. C'est une question passionnante, on pourra revenir sur le terme de victime après. Mais en tout cas, quand on vit ça, forcément, moi je dis toujours qu'il y a au moins 3 deuils quand on y survit. Il y a le deuil de ceux qui sont morts alors que vous n'êtes pas morts. Il y a le deuil de la vie que vous aviez avant. Parce qu'on peut parler autant qu'on veut de résilience. La réalité, c'est qu'on ne rebondit pas pour revenir là où on était. On doit se réinventer une vie. Et puis, le 3e deuil, c'est celui de l'image que les gens ont de vous. Encore aujourd'hui, je ne me présente pas comme un survivant du Bataclan, mais quand ça arrive dans la conversation avec quelqu'un qui ne le sait pas, je vois le frisson qui les parcourt, je vois forcément que je ne suis pas considéré comme je l'étais. Il y a ça finalement aussi dans la victimité d'un événement aussi public. Il y a le fait que les gens projettent sur vous leurs peurs et les émotions qui sont restées en eux.
Donc il a fallu en faire quelque chose. À titre individuel, on a créé une association tout simplement parce que se regrouper, c'est finalement bénéficier d'une forme d'intelligence moyenne. Personne ne sait où est-ce qu'on doit aller, mais à nous tous, on arrivait à peu près à voir où était le pas suivant et on essayait de s'éviter les choses trappes. Il y a eu la question de quels soins psychologiques recevoir. Il y a eu la question de savoir comment se faire indemniser. Et en France, on a quelque chose de fabuleux qui nous indemnise, mais à qui on a confié une mission impossible de la réparation intégrale des victimes. Et justement, l'argent ne peut pas tout. L'argent est utile, mais l'argent ne peut pas tout. Et d'ailleurs, l'État lui-même le reconnaît parce que ce qu'il a fait, c'est nous donner un procès magnifique, un procès exemplaire, où on a montré toute la force de ce que pouvait être la justice française quand elle se donnait le temps et les moyens, qui ressemble à une grande dissertation où en fait, certes, il y a un dossier, mais on vient surtout tous à la barre expliquer ce qui nous est arrivé, donner notre version des faits, se la faire réexpliquer par des avocats, et tout le monde se retrouve dans la même pièce pour faire justice et nous permettre à nous d'enlever notre désir de vengeance et de le donner à des magistrats professionnels qui sont là pour donner la justice. Et donc avec tout ça, on se retrouve, comme le disait Elsa, au milieu de ce qu'est la démocratie. À la fois le fait de se faire viser parce qu'on est une démocratie, et que de tout temps, Paris et la France ont été la cible d'attentats. Dans le cas du 13 novembre, c'est clairement une attaque contre notre mode de vie, contre notre culture. Mais dans l'histoire, il y a aussi eu des attaques iraniennes, il y a eu des attaques pour d'autres minorités. Et on visait Paris parce qu'en fait, viser Paris, ça a une résonance mondiale tout de suite. Et ça, c'est très important. Le 13 novembre, c'est aussi, et ça, on va y revenir après, le premier attentat des réseaux sociaux, finalement. Parce que quand on regarde le recrutement des djihadistes, quand on regarde comment Daesh recrutait et faisait venir les gens en Syrie, c'était beaucoup Facebook à l'époque. Quand on regarde comment les victimes se sont regroupées après, et c'est notre cas, c'est beaucoup Facebook. Quand on regarde le soir même ce qui s'est passé avec ce hashtag porte ouverte pour dire que les Parisiens étaient prêts à accueillir ceux qui étaient en détresse, c'était à l'époque ce qui s'appelait Twitter. Et donc, on est aussi dans un attentat où l'information a circulé à une vitesse incroyable, les fausses informations ont circulé à une vitesse incroyable, et où, je pense qu'on va y revenir, le politique a eu du mal à se saisir de cette vitesse-là, finalement. Et donc voilà, 10 ans après, c'est un chemin collectif qu'on n'a pas tout à fait, avec des victimes qui ont beaucoup parlé, mais qui ont beaucoup parlé de leurs émotions, un État qui a beaucoup fait de minutes de silence, qui a aussi réformé un certain nombre de choses pour empêcher que des attentats arrivent, mais pas, je crois, attaquer la racine profonde du mal, qui est de se dire qu'il y a toujours autant de jeunes qui sont prêts à aller rejoindre cette idéologie mortifère. Merci beaucoup. C'est, je pense, des paroles qui ont énormément de poids pour tout le monde. Et vous me dites si vous voulez en parler, mais sur le plan personnel, il y a aussi quelque chose de très beau que vous avez fait, c'est que vous avez finalement fondé une famille. Il y a des enfants qui sont nés aussi après le 13 novembre. Bien sûr, on était beaucoup de jeunes, que ce soit en terrasse, au Stade de France ou au Bataclan, et donc il y a beaucoup d'enfants. Il y a même des enfants Life for Paris. Enfin, il y a des histoires tout à fait incroyables d'un couple d'endeuillés qui finalement se met ensemble et fait plusieurs enfants. Il y a une force de vie qui existe quand on est une communauté comme ça, avec cette question lancinante de qu'est-ce que c'est d'être victime. Finalement, le héros a été remplacé par la victime dans l'idéologie, dans l'imaginaire collectif, et donc on se retrouve avec cette étiquette qui est à la fois assez lourde à porter. Moi, j'ai mis du temps à me reconnaître comme victime et pas comme témoin. Enfin, il a fallu qu'en fait j'aille mal pour l'accepter, mais aussi une étiquette dont on a très peu réfléchi la manière de se débarrasser. Il y a plein d'institutions qui s'occupent des victimes, il n'y en a aucune qui est chargée de vous dire vous n'êtes plus victime. Et cette question-là, finalement, nous, c'est celle qu'on a essayé de saisir à bras-le-corps, c'est de se dire qu'il fallait qu'un jour, ça cesse. Un jour, on puisse dire « j'ai été victime », qu'on continue forcément à avoir cette partie-là de notre histoire avec nous, mais qu'elle ne soit pas un marqueur définitif. C'est d'ailleurs pour ça que la semaine prochaine, l'association que j'ai la joie de présider va se dissoudre. Pour deux raisons, une un peu terre-à-terre, qui est que ce qu'on s'était fixé comme objectif dans nos statuts, on les a atteints. On a fait le travail de justice, le travail de mémoire, le travail avec l'État. Et donc, a priori, on n'a plus rien à faire. Mais surtout parce que notre objectif premier, c'était d'être une entreprise de salut, de dépasser la victimité. Comment ne plus être victime si on maintient une association de victimes en vie? C'est une question à laquelle la réponse est assez simple, ça n'est pas possible. Voilà. Et donc, il paraît qu'on est les premiers à le faire, ce qui paraît pourtant très logique. Les autres, souvent, finissent par s'épuiser. C'est ce que me racontait Françoise Rudetsky sur SOS Attentat. À un moment, il n'y a plus de volonté, il n'y a plus d'argent. Et finalement, ça s'arrête, ce qui crée une deuxième douleur. Et donc voilà, nous, on essaye d'attaler au bout de la victimité, quelque part.
il y a évidemment plein de manières d'être victime, il y a malheureusement tellement de crimes. Mais être victime, c'est la passivité, créer une association, c'est être actif. Et puis, la dissoudre à la fin, c'est s'enlever cette barrière avec le reste du monde. Et donc, c'est ça l'enjeu là, des quelques jours qui nous restent. Merci de partager ça. Je voudrais revenir justement sur, et je suis sûr qu'Anne, vous aurez plein de choses à dire sur cette idée de victime. Je voudrais revenir juste avant, peut-être, je le mets de côté pour vous, parce que justement, il y a plus, je crois, autour du Bataclan du 13 novembre de manière générale et des attentats terroristes en France, pour avoir travaillé pendant 12 ans sur le sujet, que justement le statut de victime. Et vous en êtes l'incarnation très claire, y compris dans les médias. Je vais prendre des exemples et y compris une anecdote personnelle. Je m'y livre rarement avec vous, mais c'est la soirée pour. Rien de, vous allez voir, vous attendez pas à un énorme scoop. Mais quand j'étais aux États-Unis, il y a quelque chose qui m'a énormément frappé, qui frappe d'ailleurs beaucoup d'Européens, c'est le statut de vétéran. Vous avez servi dans une guerre à l'étranger aux États-Unis. Vous avez votre plaque d'immatriculation avec vétéran, vous ne payez pas, on vous met rarement d'amende pour excès de vitesse, quasiment jamais pour si vous garez mal, et surtout on vous dit merci pour votre service dès qu'on apprend tout ça. En France, il n'y a pas ce statut de vétéran, il n'existe quasiment pas. Mais le frisson qui parcourt les gens quand ils apprennent où vous étiez le 13 novembre, c'est aussi quelque chose, moi je l'ai vécu, qui est de l'ordre du respect. Il y a quelque chose d'assez impressionnant. Et l'anecdote personnelle qui, encore une fois, vaut ce qu'elle vaut, je suis intervenu, d'ailleurs, après vous, dans le cadre du procès du 13 novembre, cet immense procès qui a duré 11 mois. Il se trouve que l'une des destinatrices, qui était une personne très sympathique, une femme âgée, avait croqué très gentiment ce moment et qu'elle me l'a offert. Et mon épouse a décidé de faire encadrer ce croquis, qui me touchait beaucoup, dans peut-être l'endroit le plus cher de Paris, mais ça on ne le savait pas. Et quand l'encadreuse a découvert qu'il s'agissait du procès du 13 novembre et qu'en fait j'y étais intervenu, elle a décidé d'offrir l'encadrement, en disant non, c'est le 13 novembre et que c'est pour vous, c'est pour moi, je m'en occupe, etc. Ça montre qu'il y a quelque chose, une sorte de conscience collective autour de cet événement. J'ose pas dire une sacralité parce que c'est peut-être pas de cet ordre-là, mais il y a quelque chose qui force le respect et autour duquel on arrive quand même à faire société, autour duquel il y a un sens supérieur qui se dégage, qui fait que les gens, tout d'un coup, certes, vous considèrent plus tout à fait de la même façon, mais en même temps, il se joue quelque chose. Et ça, j'aimerais peut-être que vous nous disiez comment vous voyez cette dimension-là. Non, mais j'y ai beaucoup réfléchi avec Antoine Garapon. Je pense qu'il y a quelque chose de la sacralité quand même. Il y a quelque chose de l'agneau qu'on a amené en sacrifice, qu'on n'a pas réussi à sacrifier, et qu'on a sacrifié au nom de quoi ? Et en l'espèce, dans le cas du 13 novembre, c'est très clair, parce que c'était la revendication au nom des valeurs démocratiques de la France, qui sont les ennemis les plus purs, finalement, du djihadisme. Et donc, je crois que tout le monde se reconnaît dans le calvaire des victimes du 13 novembre. Encore une fois, on peut le dire différemment, on peut le dire de manière très, très terre-à-terre, parce que où que vous alliez en France, les gens vous disent « Ah, bah moi j'aime bien une fois de temps en temps aller à Paris, me faire telle ou telle représentation. Ah, bah oui, moi quand je vais à Paris, mon plaisir c'est aussi d'être en terrasse. » Ou encore plus simplement « Ah, bah oui, moi aller voir l'équipe de France au Stade de France, c'est un rêve. » Et en fait, c'est aussi ça qui a de vertigineux, c'est que parce que les terroristes qui ont pensé ces attentats et qui les ont réalisés venaient tellement de notre culture et se sont radicalisés relativement tard dans leur vie, et ben en fait, ils comprenaient exactement où faire mal, comment faire mal. Et donc, cette émotion, elle existe, cette bienveillance collective, elle existe. Des fois, elle s'exprime de manière un peu maladroite, comme une injonction à aller mieux, et ainsi de suite. Mais elle est encore très forte, et les gens ont beaucoup de bienveillance envers nous. Est-ce que ça permet de faire société ? C'est, je crois, le thème central de ce dont on va débattre aujourd'hui. C'est qu'en fait, évidemment, les gens se reconnaissent dans le 13 novembre, d'une certaine manière. Mais en revanche, ils y donnent tous des sens différents, parce que, au-delà de la douleur, de la victimité et de cette minute de silence qu'on nous rabâche en permanence, autour de quoi est-ce qu'on a pu se réunir pour le 13 novembre ? C'est une question pour une journaliste.
Merci beaucoup Arthur, et c'est absolument passionnant de l'entendre dit comme ça. Alors moi, je ne suis ni témoin ni victime, bien entendu. La seule chose que je peux proposer, c'est en effet une analyse de ce que peut représenter le 13 novembre dans, je dirais, la résonance que ça peut avoir dans la population française par rapport aux autres attentats qui ont eu lieu, notamment avant. Parce que la France a été extrêmement meurtrie ces 15 dernières années par les attentats islamistes, et que chacun, finalement, a peut-être sa signification propre. Bien sûr, 2 ans et demi avant, il y avait eu Mohamed Merah. Mohamed Merah, c'est intéressant parce qu'en gros, on n'avait rien compris, vraiment. C'est-à-dire, on se souvient, 3 militaires tués à Toulouse, à Montauban, 4 Français juifs, dont 3 enfants dans une école confessionnelle. Et malgré tout, quand on se replonge dans la conversation publique, dans le débat public qui a lieu derrière, on s'aperçoit qu'on n'a vraiment rien compris. On débat quasiment de l'ultraviolence, de loups solitaires et même des jeux vidéo. Je ne sais pas si vous en souvenez. Voilà, donc le gars avait fait tout le cursus honorum du parfait djihadiste au Levant. Il avait lu toute la littérature islamiste. Il baignait dans un milieu extrêmement antisémite, extrêmement virulent et radicalisé. Mais on incriminait la PlayStation. Donc quand même, vraiment, 2012, on était loin. Bien sûr, après, il y a eu Charlie. Charlie, émotion nationale, traumatisme national dans la patrie de Voltaire. 4 millions quand même de Français dans la rue pour soutenir Charlie, Clarissa Jean-Philippe et l'hyper Karcher. Mais Charlie, si vous voulez, bon, on comprend quand même un peu mieux. On est plus sur les jeux vidéo et sur les loups solitaires. Mais il y a quand même cette chose qui est dite qu'il s'était exposé. On le dit soit avec admiration pour dire il continuait de défendre un principe français et c'est ce qui leur a valu de se faire tuer, ou carrément dans le côté réprobateur de dire ils l'ont un peu provoqué. Souvenez-vous même des déclarations du pape qui dit bien sûr la liberté d'expression c'est important, mais ça ne donne pas le droit d'insulter la foi des autres. Et ça, et puis bon, bien sûr, Clarissa Jean-Philippe, elle s'était interposée pour essayer de neutraliser Amédi Coulibaly. Quant à l'hypercacher, eh bien, il y a le côté, on sait bien que les Juifs, de toute façon, les islamistes les détestent. Donc il y a cette idée, en fait, que si vous n'êtes pas un dessinateur blasphémateur, un policier qui va s'interposer ou un Juif, eh bien, vous pouvez vivre en tranquillité. Voilà. Le 13 novembre vient démentir cela, vraiment. Vient démentir cela parce que là, tout à coup, on voit que ça n'est pas une riposte à une provocation, que j'aime beaucoup citer cette phrase du philosophe et résistant Julien Freund, qui avait eu un vrai débat avec son maître de thèse. Son maître de thèse n'était pas d'accord avec sa façon de voir le monde. Il trouvait qu'il découpait trop les choses entre ennemis, adversaires, amis, ennemis. Et il lui dit, moi, si c'est comme ça, si c'est ça le monde, je préfère aller cultiver mon jardin. Et Julien Freund lui disait, mais vous, comme tous les pacifistes, vous faites une erreur absolue, c'est que vous pensez que c'est vous qui désignez l'ennemi. Or, c'est l'ennemi qui vous désigne. Et vous pourrez lui faire toutes les protestations d'amitié que vous voudrez, il ne vous laissera pas cultiver votre jardin. Et pour moi, le 13 novembre, c'est ça. C'est-à-dire que, en effet, à ce moment-là, et comme l'a dit Arthur, ce qui est visé, c'est nous tous, ce que nous sommes, ce que nous représentons dans nos principes, mais aussi dans nos modes de vie, dans nos mœurs, dans le rapport entre les femmes et les hommes, dans tout cela, dans le rapport à la musique, à la fête. C'est de tout cela qu'ils ont voulu dire à quel point ils le détestaient. Pour moi, c'est ça le 13 novembre, c'est cette sortie de la naïveté. Je pense que ça a été vécu quand même, que les gens se sont dit ok, c'est pas possible, mais là où je rejoins totalement ce qu'a dit Arthur, qu'est-ce qu'on en fait derrière? Ça, c'est une autre question. Il y a quand même, j'ai l'impression parfois, cette volonté de tourner la page.
C'est d'ailleurs ce que tu décris beaucoup dans ton livre La colère et l'oubli, c'est-à-dire qu'entre deux attaques, on fait comme si le problème n'existait plus. Mais le djihadisme, ça n'est pas que les attentats. Entre-temps, il y a tout ce qui le fomente, tout ce qui le sécrète. Et si on ne regarde pas ça dans les yeux, eh bien, nous en aurons d'autres, sous d'autres formes. Mais nous en aurons d'autres. Donc, c'est cela, peut-être on reviendra dessus, mais sur cette idée de vouloir absolument tourner les pages très vite, ce fameux mot de résilience que je crois on ne peut plus trop supporter, parce que, et je vais laisser la parole là-dessus à Arthur, mais c'est vrai que on comprend, c'est un beau terme, et au départ, c'est un terme qui veut montrer que le cerveau humain peut se relever de choses extrêmement traumatisantes, donc c'est magnifique, mais à l'échelle politique des sociétés, ça ne veut pas dire grand-chose. En vérité, ça veut juste dire qu'on met la poussière sous le tapis, très souvent. Et en cela, je pense que nous échouons encore à faire cela. Autant on a, je pense, agi d'un point de vue des renseignements de la police. Tout ça, on a fait vraiment d'incroyables progrès. Et je pense qu'on ne peut pas dire que rien n'a été fait, ça n'est pas vrai. Et je pense que même dans la société, il y a des choses qui, progressivement, percolent, etc. Mais je pense qu'il y a encore un débat assez pauvre, parce que miné de toutes parts et de peur de malentendus, d'amalgames, etc., qui fait qu'on est toujours un peu démuni face à cette question de qu'est-ce qui se passe entre les attentats, qu'il faudrait pourtant regarder si on ne veut pas que ça revienne. Merci beaucoup. J'aimerais beaucoup rebondir là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui s'agitent dans ma tête. Peut-être en dézoomant du 13 novembre pour arriver jusqu'à nous, et aussi pour rappeler, recontextualiser pour vous dans la salle ce que vous savez sans doute par ailleurs, c'est-à-dire que le soir du 13 novembre, en fait, on est au pic de Daesh. On a eu, à ce moment-là, entre 2012 et 2018, il y a eu 6 000 Européens qui ont rejoint les djihadistes en Syrie. 6 000 Européens, c'est à peu près 100 fois plus de djihadistes que 20 ans avant sur des conflits, dans des conflits moyen-orientaux ou méditerranéens. Donc on avait là un phénomène assez exceptionnel de concentration de djihadistes comme on n'en avait jamais vu en Syrie et en Irak. Et parmi ces 6 000, on avait 2 000 Français. Ce qui explique que la France a aussi été si fortement touchée en 2015-2016, c'est tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de troupes. Il y avait beaucoup de Français qui avaient beaucoup de réseaux, et avec les francophones de Belgique, ils ont pu organiser notamment des réseaux logistiques qui, le soir du 13 novembre, sont passés à l'acte, mais qui ont mis plus d'un an à s'organiser. Et ce qui se passe le lendemain du 13, c'est un truc qui serait inimaginable aujourd'hui, c'est qu'en l'espace de 24 heures, vous avez les Russes, les Américains et les Français qui s'alignent sur un truc, qui est qu'on va détruire militairement Daesh. On va détruire militairement ceux qui ont fait ça. Et ça va avoir des répercussions géopolitiques majeures, puisque, en fait, en l'espace de 3 ans, Daesh va être militairement détruit. Et à tel point, c'est que bon nombre de ceux qui avaient organisé ces attentats ont été tués. Certains, les complices, ont été arrêtés et ont été jugés dans les grandes largeurs en France. Donc il y a eu une reprise en main du rapport de force sécuritaire et militaire au Levant et en Europe, et aussi une montée en capacité très forte sur la dimension sécuritaire. Mais ça a eu pour prix déjà de laisser le champ libre aux Russes en Syrie, et donc la victoire de Bachar al-Assad, qui a eu des répercussions jusqu'à aujourd'hui, puisque en fait, la crise syrienne ne s'est jamais vraiment fermée, et on voit aujourd'hui qu'elle est encore en partie ouverte. Mais ça a surtout, cette victoire militaire, a conforté les gens, je crois, dans l'idée que la réponse face au djihadisme, c'est la destruction militaire, et c'est la réponse sécuritaire. Or, et c'est le propos aussi de l'échange ce soir, les attentats, c'est la fin du film. C'est les 2 dernières minutes, si vous voulez. Et si on veut s'intéresser à pourquoi on a eu ces 2000 Français, pourquoi on a eu ces 6000 Européens en Syrie et en Irak, pourquoi il y en a eu 100 fois plus que ce qu'on pouvait décompter dans les années 90 et 10 fois plus que ce qu'on pouvait compter dans les années 2000, c'est bien qu'il faut s'intéresser à tout le film, et qu'il faut même y mettre les sous-titres, et que de ce point de vue-là, il faut s'intéresser aux idées.
Et l'idéologie, moi, c'est le travail que j'ai fait à mon humble mesure, mais en tant que chercheur, j'ai essayé de documenter ce qu'étaient justement ces idées djihadistes et comment elles avaient été transmises, comment elles avaient fait sens. 6 000 à l'échelle de 450 millions d'Européens, c'est pas beaucoup. Mais 6 000 à l'échelle d'un groupe djihadiste, c'est une campagne de terreur pendant 3 ans qui ensuite a touché tous les pays européens concernés. Et donc, là-dedans, vous voyez, je pense qu'il faut revenir à ce qu'ont été ces idées, cette idéologie djihadiste. Elle s'est incarnée très concrètement. Moi, j'ai vraiment, je vois que j'ai beaucoup d'étudiants là dans la salle, enfin qui sont à moi et pas à moi. Hein, je veux dire, c'est pas ma propriété, et je les salue. Et c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup en cours, c'est de dire les idées, ça s'incarne. Quand on parle d'idées, on a l'impression que c'est un nuage. Vous savez que c'est un peu nébuleux. Oui, c'est des idées, c'est des idéaux qui flottent. Non, les idées djihadistes, elles se sont diffusées par des individus qui ont mis en place des stratégies, qui ont vendu des livres, qui ont vendu des CD. Les frères Klein à Toulouse, ils allaient faire 800 km pour chercher des livres salafistes à Molenbeek qui venaient vendre sur le marché de Saint-Cernin ou les marchés du Mirail. La sœur Klein, qui est un djihadiste bien connu de Toulouse, qui a revendiqué les attentats du 13 novembre pour le compte de Daesh, disait chaque jour que Dieu faisait, les Klein étaient allés frapper aux portes et aller parler aux habitants pour leur parler des bienfaits du djihad. Donc il y a une matérialité, ils ont monté des associations, ils ont parlé, et tout ça s'est construit, on le voit bien, en dehors de la menace terroriste. Et donc vous pouvez détruire militairement Daesh, vous pouvez détruire une organisation, mais qu'est-ce qui reste de cette idéologie? Et ça rejoint ces éléments, ces tabous, ces obstacles qu'on a du mal à conduire dans le débat public et qui du coup laissent place à beaucoup de malentendus. Et j'aimerais peut-être vous entendre, vous, Arthur, on a eu l'occasion de discuter de comment vous voyez justement l'évolution évidemment, les djihadistes ont reflué, ils ont été en très grande partie diminués, ils sont en incapacité d'agir comme ils l'avaient, et c'est sans doute une excellente chose. Mais comment on voit ça de votre point de vue avec un recul maintenant de 10 ans? C'est une très bonne question et moi je vais y répondre avec l'angle qui est le mien, c'est-à-dire je ne suis pas un expert, je ne suis pas un chercheur. En revanche, j'en ai regardé un paquet dans un box pendant pas mal de mois. Et ils étaient quand même assez nombreux pour tordre le cou à certaines idées préconçues, qui seraient celles que c'était des idiots, que c'était des radicalisés de naissance, ou qu'ils ne comprenaient pas l'idéologie à laquelle ils adhéraient. Ça c'est vraiment la première chose et je pense qu'elle est importante. On a tendance à croire qu'on est face à des faibles d'esprit. C'est pas vrai, les types dans le box n'étaient pas géniaux, j'imagine que leur commanditaire était probablement un petit cran au-dessus, mais en tout cas, on n'avait pas affaire à des faibles d'esprit. On n'avait pas non plus de clé de compréhension toute faite de comment est-ce qu'on en arrive là. Vous connaissez les deux écoles, radicalisation de l'islam, islamisation de la radicalité. Il y avait des gens dans le box qui répondaient parfaitement à l'une ou l'autre des définitions, mais ça ne faisait pas une somme totale. Moi, ce qui m'a vraiment marqué pour les radicalisés dans le box, c'est qu'ils appartenaient à une génération qui est d'ailleurs un peu la mienne, qu'on dit amorphe, qui en fait n'a pas envie de politique, et qu'ils avaient cette envie, et qu'ils n'avaient pas trouvé d'autre réceptacle que ça. Et ça m'a frappé. Et puis, les quelques références qu'ils nous ont données pouvaient être extrêmement lointaines. Et ça, c'était aussi une bonne réflexion, c'était de voir qu'ils puisaient la légitimité, qui était la leur, évidemment avec laquelle je ne suis pas d'accord, dans le temps long. Et je crois que c'est aussi ça un des grands défis de nos démocraties. Je vais vous ressortir une phrase et une expression bien connue qui est celle de la tragédie des horizons. Mais je crois que en fait, toutes les grandes crises qu'on n'arrive pas du tout à démêler sont celles où on est face à des gens qui pensent sur le temps long. Et donc le temps long, ça peut être une succession de périodes sans attentats, avec des attentats, face au temps court, finalement, d'un débat public qui a besoin de réponses immédiates. Et c'est vrai qu'on en a apporté des réponses. Moi aussi, je souscris. D'un point de vue sécuritaire, on a fait des choses très bien en police, en renseignement. En justice, par exemple, je pense qu'on aurait besoin d'un débat avec un peu plus de recul. Parce que quand on donne plus de moyens à la justice, on s'enlève des libertés. Où est exactement le bon positionnement du curseur? Je n'ai pas la réponse à cette question. Juste, ce débat n'existe pas, finalement. Parce qu'on est gouverné par la peur, parce qu'on est dans un climat où on vous dit « oui, mais de toute façon, le risque ne doit plus exister, quel qu'en soit le coût ». Et donc ça c'est très important. Et donc nous, ce qu'on voit de notre fenêtre et ce qu'on a vu dans le box, c'est qu'en fait, on ne les comprenait pas. C'est qu'évidemment, on a une loi qui est bien faite et qui permet de juger leurs actes, mais qu'en revanche, tout le substrat qu'il y a derrière, on laisse un peu à la justice le soin de le démêler. C'est relativement étanche par rapport au reste du débat public. Et puis, dans le cas du djihadisme et de l'islamisme, il y a quand même une question religieuse
qu'on a beaucoup de mal à aborder dans les procès. On fait la personnalité, mais on n'aborde pas la religiosité, puis on l'aborde à un autre moment. Et je crois qu'en faisant ça, c'est exactement le terrain miné dont parlait Anne tout à l'heure. C'est là qu'on se met vraiment en danger. Et qu'on met d'ailleurs aussi en danger, si on veut regarder plus précisément, nos compatriotes musulmans, qui ensuite sont la cible d'amalgames hyper forts. Et donc nous, c'est ça qu'on a vu finalement ne pas se détricoter en 10 ans, et on a vu les débats au procès être un peu empêchés par toutes ces barrières psychologiques qu'on s'est mis. Et là où le politique devrait ouvrir le jeu, et ben finalement, il le ferme plus tôt. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je dis souvent qu'il faut prendre le temps d'écouter, quand ils ne sont pas tués sur le coup, ce que disent les terroristes. Il y en a eu un qui a parlé, c'est celui qui a tué le professeur Dominique Bernard à Arras, Mougalkov. Et il s'est à un moment livré à la juge d'instruction et par ailleurs, en plus, on a retrouvé dans son téléphone une espèce de note vocale qu'il avait faite juste avant. Et c'est en fait très intéressant parce que non seulement c'est pas un faible d'esprit, mais il exprime extrêmement bien aussi les principes de la France. Il dit votre laïcité, vos droits de l'homme, votre école qui m'a tenté. Il dit j'ai été tenté par ce discours de l'émancipation et donc je suis passé à ça de l'enfer et donc je vais aller me venger. C'est très intéressant parce que en vérité, comment dire, on peut pas dire que c'est un hommage à l'école parce que ce serait quand même un peu trop exagéré, mais un peu. C'est-à-dire que quelque part, c'est vraiment on ne rêve pas, c'est bien ça qui est attaqué, c'est bien ça qui est haï, et il faut le prendre au sérieux. Voilà. Et face à ça, ce qui est très compliqué, c'est que bien entendu, comme vous avez par ailleurs parfois des extrêmes qui veulent souffler sur ces braises et surfer sur ces questions, eh bien quand vous y allez malgré tout, vous êtes toujours... pas toujours, mais vous pouvez être suspect tout d'un coup, voilà. Notamment à gauche. Je trouve que le débat a du mal, on a du mal à gauche à le porter quand on le fait, parce que il y a cette double question de est-ce que tu ne serais pas un peu suspect de mettre tout le monde sous la même bannière ? Bien sûr que non, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de le dire ? Mais bon, redisons-le. Et ensuite, je dirais qu'il y a autre chose et qui fait partie du problème qu'on a pour se défendre face à ça, c'est que parfois on a du mal justement à affirmer nos principes comme quelque chose de beau. Et je dirais que ça nous affaiblit. On peut pas se défendre bien si on ne s'aime pas soi-même. Et je dirais que quelque part on revient à ce qu'on disait au début sur le statut de la victime, c'est-à-dire que la victime, elle est acceptable parce que justement, elle est dans cet état d'avoir été faible et d'avoir assisté passive. Donc, on lui donne beaucoup de compassion, beaucoup même d'admiration pour son courage quand elle a eu de se relever et de continuer dans la vie. Mais quelque part, parfois même le héros est suspect. C'est assez fou. Je raconte souvent cette anecdote que Arnaud Beltrame, vous voyez qui c'est, le gendarme qui a été tué en gros, vraiment par un acte de courage extrême, parce qu'il a échangé sa place avec une otage d'un terroriste, et il a dit « prenez-moi plutôt qu'elle ». C'était une mère d'enfant, une caissière de supermarché, et il y a laissé sa vie. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a eu une plaque en l'honneur de Arnaud Beltrame dans un jardin qui lui rendait hommage, et il était écrit « victime de son héroïsme ». Et quand on y pense, l'idée qu'il faille absolument qu'il soit victime était quand même... Voilà, moi, je m'interroge sur tout ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que quelque part, parfois, on désarme avec de bonnes intentions, je ne le nie pas du tout, mais on peut désarmer face à une idéologie qui nous veut du mal et qui veut du mal à tout ce qu'on chérit et qu'on a raison de chérir. C'est magnifique. Et
ça me renvoie et je fais le lien avec ce que disait aussi Arthur des Nouveaux, c'est-à-dire que les djihadistes et avec eux un certain nombre d'autres radicaux sont des êtres sursymboliques. Ils sont extrêmement symboliques. Quand ils visent Paris, quand ils visent les terrasses, ce qu'ils visent à travers, effectivement, c'est le mode de vie, c'est le symbole qui est derrière. Les premières cibles en France dans les années 90 du GIA, c'était la Tour Eiffel. On peut énumérer, quand vous avez un attentat terroriste, et encore une fois ça vaut pour tous les groupes terroristes, regardez toujours qui est visé et regardez qui il cherche à galvaniser à travers cet acte. C'est dans ces deux sens, parce que l'attentat en lui-même, en termes de victimes, ça peut être limité. Il y a des très grands attentats, mais les impacts sont toujours démultipliés par les symboles. Et donc la mobilisation du symbole est une des clés de compréhension du terrorisme et du djihadisme. Et c'est le terrain sur lequel on a le plus de mal à aller, nous. Alors même que s'ils nous visent, et c'est typiquement le cas de l'école, je trouve que c'est très important et ça fait le lien avec l'autre partie du sujet qui nous réunit aujourd'hui, qui est les réseaux sociaux et ces radicalités qui s'y expriment, alors même que l'école est justement et précisément visée pour ce qu'elle produit encore de symboles et de biens communs. Je vais vous prendre un exemple qui est très important. 5 ans après le 13 novembre, on a l'attentat contre Samuel Paty. C'était il y a 5 ans. Samuel Paty, c'est une affaire qui commence en classe, et je le précise en tant qu'enseignant, j'enseigne sur ces sujets-là, alors à Sciences Po, ce n'est pas une salle de classe de collège, mais c'est hyper dur de faire cours sur les caricatures, c'est hyper dur. Et Samuel Paty suivait le programme, et j'ai vraiment creusé le dossier dans tous les sens. Ça, c'est mon jugement personnel que je me suis construit, mais j'ai vraiment l'intime conviction que c'était un très bon prof, et qu'il a très bien fait, sincèrement. Et Paty a traité un cas au programme et dans un contexte qui était celui du procès des auteurs et des complices de l'attentat de Charlie Hebdo, avec une nouvelle menace d'attentat d'Al-Qaïda et avec un passage à l'acte devant les anciens bureaux de Charlie Hebdo. Donc il y avait un débat national qui était très puissant. Il a abordé ça en cours. Il y a une affaire de mensonge qui s'est montée avec une élève qui a menti, qui n'était pas en place. Et après, tout est parti en ligne. Et là, s'est mis en place un système qu'on connaît très bien aujourd'hui, qui va bien au-delà de ces questions dont on parle, qui devient banal, auquel on s'habitue, qui est le phénomène de harcèlement en masse, en meute, du professeur Paty, qui était tout seul. Et vous avez fait une très belle chronique sur France Inter, si je peux me permettre cet avis personnel, sur ce cas-là, la solitude de Paty, abandonné par l'institution scolaire, en tout cas les représentants à qui il s'est adressé, et face à des gens qui étaient galvanisés en ligne pour s'en prendre à lui, et qui va être attrapé par un djihadiste qui, en lien avec des djihadistes en Syrie, va venir le tuer devant son collège, qui lui avait même pas autorisé d'avoir un bip pour pouvoir rentrer sa voiture alors qu'il était menacé de mort. Et il s'est fait tuer sur le chemin de sa voiture avec un marteau dans son sac, ce qui laisse pantois quand on repense à ce qu'il avait vécu. Et donc, ça commence dans une salle de classe, ça termine par un attentat et tout s'est passé en ligne. Et ça, pour moi, c'est un basculement dont on n'a pas suffisamment pris la mesure. C'est qu'il y a désormais des dynamiques sociales entières qui se pensent en ligne, qui se montent en ligne. Et on l'a vu, les réseaux sociaux, vous l'avez parfaitement souligné, avaient déjà été très largement employés par les djihadistes et bien au-delà. Mais il y a bien dans l'affaire Paty un tournant, parce qu'on a cette dimension en ligne et la dimension de l'école. Paty n'était pas partie prenante au débat sur les caricatures. Il a voulu les traiter en classe. Il a voulu faire de la pédagogie autour de ça. Et donc là, si on ne comprend pas que le symbole, au-delà de Paty, c'est l'éducation nationale, et au-delà de l'éducation nationale, c'est le débat public sur le sujet, on rate quelque chose. Et ces effets d'entraînement, aujourd'hui, je crois qu'on s'est en grande partie habitué à ça, parce que d'autres formes de radicalité existent en ligne. Elles ont quasiment toutes le même modus operandi, qui est des petits groupes très agiles et surtout plus ou moins aidés de bots, qui viennent préempter un sujet. L'islam pour les djihadistes et les islamistes, la France et le patriotisme pour l'ultra-droite, d'autres valeurs à l'ultra-gauche. Je passe sur les nombreux sous-groupes, sous-communautés qu'on peut trouver un peu partout en ligne, mais qui vont venir en fait intimider des ennemis désignés et faire un monopole de ces sujets. Et donc les démocraties dans lesquelles on est, qui fonctionnent, qui sont fondées autour du principe du consensus, c'est-à-dire que les débats se règlent dans l'arène parlementaire ou dans l'arène du débat public avec des systèmes qui sont faits pour créer à un moment donné
du consensus, en tout cas réduire les divergences par l'échange et par la nécessité du délibéré politique, ne fonctionne pas en ligne. Et donc, il n'y a pas de débat public en ligne. Il y a une jungle informationnelle qui est aujourd'hui un lieu sur lequel se construit l'opinion publique. Les jeunes, quand ils passent 4-5 heures sur TikTok, sont exposés, se socialisent à travers les réseaux sociaux, à du contenu, et sont exposés à quelque chose qu'ils ne contrôlent pas, que personne ne contrôle, qui est de la production algorithmique sur des sujets de société. Et donc, à mon sens, ce dont on parle aujourd'hui, la question de la démocratie et des radicalités, ne peut pas se résoudre sans qu'on aborde de front la question des algos. Pour moi, c'est une question démocratique de premier plan. J'aurais voulu, en lançant ce sujet un peu à la cantonade, peut-être avoir votre sentiment là-dessus. Moi, je converge vers ça depuis l'affaire Paty, qui m'a personnellement fait beaucoup réfléchir. Mais comment est-ce que ça résonne? Et évidemment, n'hésitez pas à contredire. C'est le principe de l'échange. Donc, je vais laisser à Anne la partie difficile de vraiment répondre. Moi, je vais juste dire que dans ce que vous dites, et avec lequel je suis entièrement d'accord, il y a évidemment la figure du réseau social qui apparaît, mais il y a celle de la jeunesse. Et c'est ça qui est le plus marquant à mon sens, c'est notre incapacité justement à, j'allais dire contrôler, mais dans le sens positif du terme, à défendre notre jeunesse. Parce que si on regarde Samuel Paty, on justifie l'attentat en disant, enfin ce que font les djihadistes, de dire il a fait un cours sur. Dominique Bernard, c'est juste, il est prof. On voit le glissement et on voit là, quand on parle de symboles, que maintenant, il s'attaque juste à ceux qui peuvent préserver les jeunes de ce qu'on voit justement sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est en ces termes-là qu'il faut aussi vraiment penser les choses. Il faut se focaliser sur notre capacité à amener les jeunes et à les éduquer à l'usage de ces outils. Moi je ne crois pas qu'il faille les en priver. Je crois qu'il faut vivre avec son temps. Je crois qu'en revanche, il faut que cette jungle-là puisse être domestiqué et que l'enjeu il est vraiment sur son usage par les jeunes. Honnêtement, que mes parents passent leur temps sur les réseaux sociaux, ça ne leur arrive pas, mais ce serait pas bien grave. C'est pas là-dessus que ça se jouerait, peut-être sur Copain d'avant, vous me direz, mais qui n'est pas encore un site djihadiste de premier plan. Mais donc voilà, je pense qu'il y a deux choses, c'est les réseaux sociaux et d'ailleurs on pourra peut-être revenir sur la définition parce que moi j'ai beaucoup parlé de Facebook et un peu de Twitter en 2015. À l'époque, si vous vous en souvenez, il n'y avait quasiment pas WhatsApp, on ne parlait pas de Telegram, il n'y avait pas ces boucles. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle messagerie, qu'est-ce qu'on appelle réseau social? C'est aussi une vraie question. Mais la question, c'est la dissémination et l'éditorialisation de l'information qui est donnée à notre jeunesse. Et je crois que c'est là qu'en revanche, il y a un vrai rôle public et politique. Deux choses sur cette histoire des réseaux sociaux et de la dissémination de la haine en ligne. La première, c'est que les faits, Paty, il y en a eu un énorme sur le terrorisme, même étymologiquement, vise à répandre la terreur. Et là, je pense, j'ai beaucoup d'amis professeurs, la mécanique de Samuel Paty est ce qui, aujourd'hui, terrifie tous les profs qui doivent être amenés à parler de sujets comme la laïcité ou autres, parce que, en fait, pour une chose que vous dites, ou qu'il y a même un malentendu, voire même une enfant qui ment, ça peut faire son chemin à travers Internet et arriver dans la poche de quelqu'un qui va venir vous décapiter. Donc le mécanisme de terreur, vraiment dans le sens où on veut terrifier des gens, a été démultiplié par le cas Samuel Paty, ça c'est sûr, et je pense que ça joue désormais son rôle pour les journalistes. Ça vise quand même à biaiser et à obérer justement la parole et la liberté de la parole. Donc ça, c'est quand même important parce que c'est un effet secondaire du terrorisme qui est important et qui est rendu possible par cette mécanique des réseaux sociaux où finalement on se dit mais si on me tronque, qu'on me met ma vidéo et qu'on voit tout le cheminement qui arrive jusque dans la poche du gars qui va décider que c'est moi, ça peut terrifier absolument tout le monde. Voilà, première chose. Donc ça a un effet de silenciation de
du débat, de la parole de certains professeurs, journalistes, et tous les gens qui peuvent prendre position ou dire des choses sur ces questions-là. Et deuxième chose sur le rôle des algorithmes. Alors moi, là, je pense que vraiment, on est très, très naïf. C'est-à-dire que quand on voit le nombre d'heures que passent les jeunes désormais en moyenne sur TikTok. Sur TikTok, je crois qu'on dit que la moyenne, c'est 4 heures par jour. Mais qu'en vérité, quand on regarde, il y en a qui passent 8-10 heures par jour sur des algorithmes dont il est prouvé qu'au bout de 2 ou 3 occurrences de recherche, on vous pousse des contenus extrêmement radicalisants, djihadistes, etc. Quand vous avez cherché, par exemple, ne serait-ce que islam. Il ne faut même pas écrire quelque chose déjà. Donc, face à ça, si on dit on va faire des cours d'instruction civique, franchement, c'est perdu d'avance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas combattre 8 heures d'algorithme par ça. Donc, moi, je pense qu'on est quand même là... c'est maintenant que ça se joue. C'est-à-dire que si on ne veut pas se demander dans 10 ans, sur ce sujet-là et sur d'autres d'ailleurs, parce que c'est des sujets de santé mentale, etc., mais même sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'on a fait ? Comment on a été aussi naïf ? Moi, je ne sais pas quelle est la solution. En tout cas... l'idée que les États-Unis avaient eue déjà avec Biden de dire à TikTok transparence sur votre algorithme, sinon stop. Je pense quand même que je sais bien, moi je suis pour la liberté d'expression, je crois toujours que quand on interdit, ça finit par se revenir en boomerang, mais sauf que là, j'ai l'impression que c'est quand même la guerre par d'autres moyens. Et que les Chinois, qui l'interdisent eux-mêmes sur leur territoire à leurs enfants, savent très bien ce qu'ils nous envoient quand ils nous envoient ça. Voilà. Donc, pour moi, ça va être une question importante dans les années à venir, dans les mois qui viennent même. Je voudrais revenir sur... ce point-là et une petite musique qu'on commence à entendre dans le débat public et sur les réseaux sociaux qui dirait que venir tailler dans la jungle informationnelle, ce serait limiter la liberté d'expression. Moi, je pense exactement l'inverse. Où est la liberté d'expression quand ce que vous voyez est produit par un algorithme sur lequel vous n'avez absolument aucun contrôle et dont le contenu, qui est une production visiblement éditorialisée, est décidé par une ligne de code que personne ne contrôle dans votre pays. En l'occurrence, vous le mentionnez, non seulement TikTok est interdit en Chine, mais sa version chinoise est limitée à 40 minutes par jour pour les enfants, les mineurs, et surtout fait massivement la promotion du Parti communiste chinois et des valeurs des grands scientifiques chinois et passe sous silence absolument tous les sujets. On a la même chose en Russie différemment, où les sujets de consensus décidés par le gouvernement sont promus, alors que les sujets de dissensus sont promus en Europe par les mêmes réseaux russes. Donc politique ou guerre par d'autres moyens, ça on le voit. Objectifier tout ça n'est pas évident, mais par contre ce qui est sûr, c'est qu'il y a une politique de l'algorithme sur lequel on n'a pas de contrôle a priori, puisque ça reste quand même notre territoire national, le territoire européen. Je veux dire, il faut avoir, je pense, assimilé la faiblesse mentalement pour se dire qu'on ne peut rien faire dans son propre espace informationnel. Donc, premier élément, je pense effectivement que dire transparence de l'algorithme ou bien, à minima, sanction ou potentielle sanction, c'est pas être un ennemi de la liberté. Je pense que c'est au contraire avoir une vision assez saine de ce que doit être le débat public. L'autre élément, on l'a vu, c'est que ceux qui sont derrière les algos ne se privent pas de les utiliser à des fins politiques. Je l'ai déjà dit ici, donc pardon si je radote pour certaines. Elon Musk, ses tweets sont vus 17 milliards de fois en pleine période électorale américaine. 17 milliards de fois pour faire la promotion du camp MAGA. Peu importe ce qu'on pense du camp MAGA, ça veut juste dire qu'au même moment où on comptabilisait à la seconde près le temps de parole des uns et des autres, des pubs politiques, etc., on avait une plateforme ouverte 24 heures sur 24 sur laquelle vous ne pouvez pas ouvrir en France sans tomber sur des tweets d'Elon Musk faisant la promotion du camp MAGA. Ces mêmes algorithmes ont été poussés pour faire la promotion de l'AfD en Allemagne, etc. Donc on voit bien qu'il y a un rôle politique de l'algo et c'est pas jouer à jeu égal que simplement de se dire que c'est cool de laisser ça tourner sans même se poser la question de leur impact. Et ça, c'est plus difficile parce que c'est des questions techniques. Mais vous voyez bien que derrière ces questions techniques, en fait, on est sur des enjeux politiques et à vrai dire démocratiques. Et je pense
pour les jeunes et moins jeunes dans la salle, qu'il faut se saisir en arrêtant de penser que les algos, c'est une question qu'on va laisser aux ingénieurs. C'est une question qu'on doit saisir, qui va avoir, vous allez voir, une actualité électorale. Il y a des élections en 2026 municipales, il y a des élections présidentielles et parlementaires en 2027 au plus tard. Donc on voit bien là que c'est une question qui va se poser de plus en plus et qu'il faut saisir à bras-le-corps. Mais donc, ayant dit ça, on voit bien, la question, c'est aussi de la marge de manœuvre politique que l'on s'accorde avant même d'entamer un bras de fer pour savoir si on peut ou pas fermer TikTok, etc. Il faut se l'accorder. Et je crois qu'avant de se l'accorder, il faut en débattre, il faut envisager ça sous un angle qui est un angle qui, à mon sens, est celui de l'ordre de l'urgence. Et donc, on parle, vous voyez, de radicalité, mais en fait, on est très vite sur des questions algorithmiques qui nous amènent sur la question de la démocratie. Et c'est ça aussi qu'on veut aborder. Je voulais savoir, peut-être, avant de faire un tour dans la salle, s'il y avait des points qu'on n'avait pas couverts ou que vous voulez mentionner, évidemment en réaction à tout ça, ou tout simplement qui sont importants de dire. Non, moi juste parce que ça sous-tend tous nos propos, c'est la vitesse à laquelle ces groupes radicaux sont capables de s'emparer de ces technologies et de ces algorithmes. C'est ça qui est fascinant comparé à, évidemment, la beauté de nos démocraties qui vivent depuis longtemps avec des lois relativement fixes. C'est que là, si on regarde ce qui a changé entre 2015 et 2025, pas à cause des attentats, c'est cette prévalence des réseaux sociaux et des algorithmes, qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Et la vitesse pour les démocraties, pour l'Union européenne, qu'elle puisse s'en saisir, comprendre ce qu'elle doit en faire, c'est très compliqué. Là où soit des dictatures, soit des petits groupes, et notamment les djihadistes, sont capables de faire du test and learn extrêmement rapide, et ce qui marche, ils l'industrialisent. Et c'est aussi ça qui est devenu, pour moi, très compliqué et qui a beaucoup accéléré, c'est que les mutations technologiques, plus on est gros, plus on a de mal à les absorber. Et ça fait de nos ennemis des gens de plus en plus puissants. Petite question quand même, malgré tout, pour vous, Anne. Je ne résiste pas à la tentation. On le voit bien, en fait, d'un côté, on a une perception de la démocratie comme une sorte de normes. Voilà. Il y a des normes qu'il faut appliquer, et ces normes, finalement, définissent un système juridique qu'on appelle la démocratie, alors qu'en fait, la démocratie, c'est aussi un régime, c'est aussi un modèle, c'est aussi, en fait, une approche philosophique. Et j'aimerais peut-être vous entendre là-dessus, c'est-à-dire sur pourquoi, selon vous, on arrive, finalement, à désincarner, au sens propre, ce qui a toujours été, dans la construction notamment française et de l'Europe, finalement un idéal. Pourquoi on ne voit même plus qu'il est aussi question de ça? Et comme vous l'avez dit, finalement, ça peut être enthousiasmant, un idéal. Il n'y a pas toujours à se diviser autour d'une conception idéale. C'est une bonne question de savoir pourquoi tout d'un coup, alors c'est pas vrai pour tout le monde bien entendu, mais on a considéré que ce dont on héritait, il fallait le déconstruire, et donc en partie je comprends, parce que c'est tout l'honneur des démocraties de douter d'elles-mêmes en permanence et de s'améliorer quand elles ont fait fausse route, quand elles ont été mauvaises. Et donc, bien entendu, c'est tout à notre honneur dans des phases où l'on réfléchit à ce qu'on a mal fait, dans les rapports de force, de domination, de l'Occident notamment, puisqu'on parle des démocraties occidentales libérales. Et tout cela, je pense, est très sain dans le débat, y compris mémoriel, mais il ne faut pas s'empêcher, dans le même temps, de défendre avec fermeté les principes dont on hérite et qui sont des magnifiques principes. Ce sont ceux qui nous ont permis aussi de résister d'abord quand la liberté était menacée. Moi, j'ai découvert l'année dernière, il y a eu une ouverture des archives concernant Klaus Barbie, et donc on a appris notamment ce qui s'était un peu dit entre lui et Jean Moulin. Et ce que je trouve magnifique, c'est que Jean Moulin, alors qu'il est pris, qu'il est en train d'être torturé, qu'il sait qu'il va mourir, regarde Klaus Barbie dans les yeux et lui dit « Vous allez perdre ». Et pourquoi il lui dit « Vous allez perdre » ? Parce que, en fait, il a foi en la victoire, parce qu'il a foi dans les
principes qu'il défend et dont il pense qu'il y aura assez de personnes pour les défendre parce qu'ils sont supérieurs. Ces principes, je ne parle pas d'une culture, je parle de principes. Et cela, cette foi-là, cet esprit de défense et de résistance-là, est un peu mise à mal, je pense, par parfois on se voit pas très beau dans le miroir, quoi. Et on a le sentiment qu'il faut expier quelque chose. Alors probablement qu'il y a des choses qu'il faut expier. Je suis pas du tout dans un discours binaire, mais je pense qu'il ne faut pas pour autant oublier de défendre les beaux principes dont nous héritons. Merci beaucoup Anne et Arthur. On va prendre quelques questions dans la salle et après, on va prendre 10-15 minutes pour vous montrer un travail qui m'a été soufflé par Arthur Desnouveaux autour du terme Bataclan sur les réseaux sociaux. Donc si vous êtes d'accord, on va prendre 3-4 questions max et qu'on va traiter, on va les prendre d'un coup et on va les traiter en synthèse. Et suite à quoi, on passera à... Je vous en prie. Oui, bonjour, bonsoir. Je reviens sur la question des algorithmes par rapport à 2015 et 2025. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la façon de recruter ou d'écrire les algorithmes, c'est pire en 2025 que ce qu'ils faisaient en 2005? C'était ça votre discours? Voilà. Ma question pose... je n'ai pas bien compris du coup l'évolution. C'est-à-dire que maintenant, on sait plus de choses, on fait plus attention, mais le résultat est pire alors qu'on n'est plus conscient. Voilà, un peu cette dichotomie qui m'interpelle. Merci beaucoup. On va prendre une deuxième question, peut-être madame. Et puis... Merci. Oui, c'était une question au sujet des propos d'Arthur Desnouveaux. Quand vous avez parlé d'amalgame à un moment donné, et est-ce que, enfin, je pense que ça peut bloquer ce genre de réflexion, ça peut verrouiller tout dialogue, parce que en fait, parler tout de suite d'amalgame, c'est qu'on peut plus interroger, par exemple, une religion qui est de l'ordre de l'idéologie. On peut, comment dire, je crois qu'effectivement la question du religieux a été évoquée. Il y a une méconnaissance et il y a une il y a une difficulté à prendre ce sujet à bras-le-corps. Or, il est vraiment important. Jean Bierbaum, je crois, l'avait suggéré. Et je pense qu'il y a un terrorisme intellectuel aussi qui fait qu'on ne peut plus aborder ces questions, alors que c'est de l'ordre de l'idéologie aussi. Enfin, et que vous parliez de la racine du mal, et je pense que pour s'attaquer à cette racine, il faut pouvoir dialoguer là-dessus. Enfin, voilà. Merci, très clair. Et il y avait peut-être, si on peut passer de l'autre côté, monsieur et monsieur, avec le pull bleu. Merci pour ces éclairages. J'aimerais savoir, concernant la déradicalisation, est-ce que vous pensez que c'est possible de réintégrer ces djihadistes, ces personnes radicalisées dans la société? Est-ce que c'est souhaitable? Et aussi du point de vue des victimes, est-ce qu'ils ont envie qu'on essaye de réintégrer ces personnes dans la société? Merci. Merci beaucoup. Peut-être monsieur devant qui avait une question. Et après on... Merci. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier tous les trois. Dans cet univers d'algorithmes, vous avez ramené une dose d'humain absolument magnifique. Et donc, merci. Il y a tant de choses à dire par rapport à tout ce que vous avez émis. J'ai bien aimé l'ennemi vous identifie comme tel et pas vous. Mais alors, comment l'identifier? Comment le combattre? Ce sont deux questions. La question du temps long et du temps court a été abordée. Je pense qu'on est en face d'une fracture aujourd'hui. Nous, humains, avons besoin du temps long. L'algorithme s'en fout
totalement. Alors, évidemment, quand vous dites, Hugo, que c'est maintenant que ça se joue, c'est évident. Je ne sais pas si c'est vous d'ailleurs, ou vous, Anne, qui l'avez dit. Je crois que c'était vous, pardon. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est l'action? Et puis, je termine sur Moulin-Barbie. Moulin-Barbie, ils sont regardés dans les yeux. Moulin a regardé Barbie dans les yeux et lui a dit: comment on fait avec l'algo? Il y a eu 3 questions plus 4, 7. Merci beaucoup, monsieur, et merci pour ces questions. Anne, Arthur, je vous laisse prendre un peu comme le quintet, dans l'ordre ou dans le désordre. Et Arthur. Alors, je prends la première sur la force des algorithmes. Il y a quand même quelque chose qui, en 2015 et toutes ces années autour, a vraiment renforcé la capacité des djihadistes nommément à faire quelque chose. C'est ce territoire et c'est cet ancrage. Et donc, oui, les algorithmes font plus peur. Oui, leur capacité à nous subjuguer 10 heures par jour est effrayante. Pour que ça bascule sur une action coordonnée, en tout cas, il faut aussi des ingrédients de la vie réelle. Et c'est là que les algorithmes ne font pas tout. Je crois qu'il faut qu'il y ait cet ancrage, cette capacité physique à aller faire des choses. Et c'est d'ailleurs ce qui permet à nos services de renseignement, à nos services de police d'agir. C'est qu'en fait, en surveillant ce qui se passe sur les réseaux et sur les algorithmes, ils arrivent à attraper les gens avant qu'ils aillent faire des choses dans la vie réelle. Donc voilà, le danger est plus grand, mais il manque quand même un ingrédient pour que le feu prenne complètement. Il faut bien regarder ce qui se passe en Afrique en ce moment, parce que si le Mali tombe, là, on va peut-être rentrer dans une autre dynamique quand même. Sur la question des amalgames, j'espère avoir bien compris la question. Mais oui, on ne peut pas penser, en tout cas pour l'islamisme et le djihadisme, le politique sans penser le religieux. Et donc, il faut regarder tout et détricoter tout avec beaucoup de précision. Et en tout cas, le sens de mon propos était de dire que c'est difficile à faire dans un procès parce que ce n'est pas forcément son but. Son but, c'est de juger les faits et de juger la manière dont ils ont été commis, avec évidemment des facteurs explicatifs, mais on ne détricote pas avec la même finesse que ce qu'il faudrait pour bien comprendre ce qui se joue. Bon, ce qui d'ailleurs peut-être aura après une résonance avec la question de la déradicalisation, mais j'ai déjà essayé d'apporter mes réponses à la moitié. Le temps que je réfléchisse, je laisse Anne se jeter dans l'arène. Je veux bien, mais je crois que c'est pas pour me défausser, mais je crois que les questions étaient surtout pour vous deux, messieurs. À la dernière, que lui a-t-il répondu? Je crois, il ne lui a pas répondu, mais en revanche, en fait, ce sont des archives d'un journaliste qui est allé interviewer en fait Klaus Barbie quand il vivait caché en Argentine. Et il lui a avoué qu'il avait été extrêmement impressionné, en vérité, par Jean Moulin, qui d'abord n'a jamais parlé, et ensuite l'avait regardé dans les yeux en lui disant qu'il allait perdre. Donc je pense que voilà, un homme qui se tient droit comme Jean Moulin, bon, on n'en fait pas comme ça tous les 4 matins, mais ça peut même faire taire les bouchers. Peut-être pour et sans rapport avec la vraie profession de boucher que je respecte énormément parce que vraiment. Sur la question de la radicalisation, brièvement, parce que je suis beaucoup revenu là-dessus, moi je trouve que ce terme, il ne faut pas l'utiliser. Je pense que c'est vraiment un concept qui est assez creux, c'est d'ailleurs pas totalement un concept. Un djihadiste ne se considère pas comme radicalisé, il pense qu'il a raison. Il pense qu'on a tort et qu'il a raison. Et donc il y a des gens à la marge qui vont pouvoir en sortir, qui vont vouloir en sortir, ça existe. Mais ça, généralement, il n'y a pas besoin de méthode de déradicalisation. Il y a besoin de méthodes assez traditionnelles qu'on peut avoir avec d'autres types d'individus que des méthodes, qu'une sorte de djihadologie, si vous voulez, ou d'une logique de déradicalisation. Et d'ailleurs, il y a eu des centres de déradicalisation. À l'époque, moi, je faisais beaucoup de terrain. Je voyais tout ça se monter à grand renfort d'argent public. Ils ont tous fermé. Et l'approche qui consiste par contre à aborder ces individus à partir de leur idéologie, leur
vision du monde pour essayer de comprendre comment ils peuvent évoluer, ça me semble beaucoup plus porteuse. Et pour les individus à la marge qui voudront en sortir, il y a tout ce qui existe déjà pour la réhabilitation, je pense, des prisonniers. Le problème avec les djihadistes, c'est que la plupart d'entre eux sont très convaincus. Et c'est aussi pour ça qu'on a des petits groupes, mais qui ont tendance... Vous voyez, les djihadistes qui sont partis en Syrie, les premiers d'entre eux, c'était des individus qui étaient déjà impliqués dans les filières irakiennes dans la décennie précédente, qui eux-mêmes avaient été en lien avec des individus des années 90. Ça, c'est tout le travail que j'ai fait de généalogie. Et donc, je rebondis là-dessus par rapport aussi à ce qu'avait dit Anne sur le modèle. Le fameux auteur de l'attentat contre Dominique Bernard, il avait même dit au juge quelque chose du genre cette école qui voulait faire de moi un démocrate. Alors, pas un démocrate américain, un démocrate, je pense qu'il voulait dire un citoyen. Et donc on voit bien qu'il avait identifié que l'école voulait faire de lui, qu'il y avait un modèle qui voulait faire de lui non pas simplement quelqu'un qui avait du savoir, mais aussi quelqu'un qui avait un certain nombre de valeurs, et que ces valeurs, elles s'incarnaient dans l'éducation nationale, dans le corps professionnel, et en fait dans lui, dans ce qu'il allait en recevoir. Et donc on voit bien là qu'il y a une logique de système contre système. Les djihadistes que j'ai interviewés vont dire qu'ils vont construire des écoles eux-mêmes pour pouvoir éduquer, ce que nous on appellerait endoctriner, leurs enfants. Donc ce que je veux dire par là, c'est que pour un djihadiste convaincu, il n'y a pas plus de raison de se déradicaliser que pour un honnête citoyen que de se radicaliser. Vous voyez, la logique, elle se pense beaucoup plus sur comment une idéologie se développe et comment ils arrivent à penser que le système dans lequel on vit, que nous on prend pour acquis, eux ils doivent le détruire, l'intimider, et même si ce système est beaucoup plus puissant qu'eux, parce qu'ils sont jamais, qu'avec des méthodes ultra-violentes, ils peuvent réussir à faire passer un message qui va glacer tout le monde. Et les réseaux sociaux là-dessus, sur le rôle des algos, viennent démultiplier ça. En plus de pouvoir leur permettre de toucher un public cible, une niche qui va pouvoir être réceptive sans forcément qu'on le voit. Et donc, c'est drôle votre question sur comment on regarde l'algo pour lui dire. Je suis totalement d'accord, mais déjà, bon, il y a quand même des lois, c'est un principe de régulation. Et puis, il n'y a pas que ça. Parce qu'en Europe, on aime beaucoup réguler. Même quand on n'a pas toujours les moyens pour, parce qu'on ne contrôle pas ces réseaux sociaux nous-mêmes. Il y a une alternative aussi qui existe, c'est l'innovation. C'est que nous, on peut aller sur ces algos. On peut aussi créer des systèmes qui vont venir contrôler les biais algorithmiques, etc. Les meilleurs ingénieurs en ce moment aux États-Unis sont européens. Regardez OpenAI, vous regardez tous les gars au top niveau d'OpenAI, vous allez voir le nombre de Français, vous allez être surpris. Il y a plus de licornes qui ont été créées aux États-Unis par des Français que de licornes en France. Voilà. Donc là, il faut quand même aussi un peu se poser la question. Je sais qu'on est en plein débat sur la taxe Zuckman, mais sur la capacité aussi du pays à garder ses ingénieurs et à les faire innover ici sur des enjeux technologiques qui sont les nôtres, qui vont forcément être liés aux enjeux politiques. Si Twitter était français, on aurait peut-être moins de débats sur est-ce que c'est cool qu'Elon Musk puisse... voilà, on serait sur une logique de souveraineté. Et ça, vous voyez, c'est rarement un discours qu'on tient aussi en France, alors que ça n'a jamais été aussi important. Dans les années 30, la bataille elle allait se passer dans l'air avec des avions et sur terre avec des tanks, et sur la mer avec des nouveaux bateaux et des sous-marins, on les a construits. On ne s'est pas dit que on allait acheter aux Chinois ou je ne sais quoi. Et on est un pays d'ingénieurs. Donc ces raisonnements-là, ils sont à réinsuffler. Vous voyez, ils ne sont pas hors de portée. Je ne sais pas combien il y a de Saint-Cyriens, de Centraliens, de polytechniciens dont tu fais partie, cher Arthur. Et je sais qu'il y en a d'autres dans la salle qui sortent chaque année, mais ce potentiel-là, il est bien sur notre territoire. Donc ce n'est pas toujours hors de portée. Je ne suis pas sûr que ce soit très idéaliste de dire qu'on peut le faire. Et je crois vraiment que si on pense régulation sans penser à innovation, on est à mon sens, déjà, on court la course avec deux boulets au pied, quoi. J'ai bien conscience qu'on n'a pas répondu à tout. Tu veux Je fais juste un petit complément, parce qu'il y avait une question autour des victimes et de cette question de déradicalisation. Il y a autant de victimes que d'avis. Tout ce que je voudrais dire, c'est que nous, quand on s'est présenté au procès, on a dû réfléchir au sens de la peine et à ce à quoi servait la prison. Et grosso modo, si on ne prend pas une peine de perpétuité incompressible, c'est quand même qu'on juge qu'à un moment, vous allez sortir de prison et donc devoir être ou pouvoir être réinséré dans la société. Et donc ça, c'est une des vraies questions fondamentales autour de la déradicalisation. C'est que soit on considère qu'il n'y a rien à faire, et dans ce cas-là, il faut que des peines de perpétuité incompressible, soit on pense qu'il y a un continuum et des choses à faire. Mais je pense que c'est important d'avoir une vraie réflexion qu'on n'a plus dans le débat public sur le rôle et le sens de la prison et de l'après-peine. Parce que ça va nous arriver, ce qu'on appelle les sortants,
C'est une vague qui va nous arriver, c'est une vague qui effraie les services de renseignement qui vous disent mais si on doit tous les suivre, on n'a juste pas les moyens. Et donc il va falloir réfléchir à l'après-prison. Et donc à la prison, bien loin des débats qu'on a en ce moment qui sont un peu simplistes sur le sujet, qui ressemblent à un livre pour enfants. Le méchant, on le met là, on n'en entend plus parler. Pas comme ça que ça se passe. Et donc la question est vraiment excellente. Vous voyez, ces questions de radicalité éclairent les lignes de clivage et les tensions sous-jacentes à nos sociétés. On va passer sur les minutes qui nous restent ensemble, si vous le voulez bien, à justement l'analyse, pour vous montrer aussi ce qu'on peut faire avec des outils d'IA qu'on construit en France, à l'analyse d'un élément, un phénomène que je n'avais pas du tout vu. Et c'est Arthur Desnouveau, en préparant ce séminaire pour vous ce soir, qui m'a indiqué, je vais le dire à peu près dans les termes, tu m'as dit, est-ce que tu as vu le nombre de mentions de Bataclan tous les jours sur Twitter? C'est à peu près ça. Et en fait, je ne m'étais jamais posé la question. Est-ce que tu peux me dire comment tu en es arrivé là et... Moi, forcément, ayant une présence sur Twitter et étant très identifié au Bataclan, je suis cité dans un certain nombre de tweets sur le sujet. Et donc, il m'est arrivé de faire des recherches pour revoir un tweet que j'avais vu. Et je me suis rendu compte qu'à peu près toutes les 3, 4, peut-être 5 minutes, il y avait un tweet qui mentionnait le Bataclan en France. Et je ne vous parle pas évidemment de la période de commémoration en ce moment, mais je vous parle un 18 août. Eh ben, vous avez plusieurs centaines de tweets qui mentionnent le Bataclan. Et ce que je disais à Hugo, c'est que ça pouvait être en lien avec tout un tas de sujets. Ça peut être en lien avec, évidemment, le djihadisme et l'islamisme, ça peut être en lien avec la culture, ça peut être en lien avec la religion, comme ça peut être en lien avec la police. Après les émeutes post-Naël, il y avait beaucoup de posts qui disaient « Ah bah ouais, mais les policiers, après le Bataclan, vous étiez bien contents de les avoir. » Et voilà, et ce que je disais à Hugo, c'est que ça m'avait l'air d'être un marqueur sur les réseaux sociaux, et notamment sur X Twitter, qui était embarqué par une foule de gens différents, avec une foule d'idées différentes derrière, mais avec quand même cette idée phare qui est parler du Bataclan, ça mobilise une telle émotion que ça rend mon message percutant. C'est ça que j'ai dit à Hugo. Et donc, on a pris la balle au bon, on s'est dit, tiens, de quoi finalement tout ça est le nom, cette cicatrice qui peut-être n'est pas refermée, du Bataclan. Et donc, avec des outils d'IA qu'on a développés, on a collecté tout ce qu'on pouvait sur Twitter de mentions du Bataclan sur une période d'1 an qui court en gros de novembre 2024 à fin octobre 2025, donc jusqu'à il y a quelques jours. Et déjà, on est sur donc la quasi-totalité, mais pas la totalité des tweets. On est déjà à près de 500 000 tweets sur cette période d'un petit peu moins d'1 an. Et ce qui confirme, qui corrobore totalement ce que vient d'évoquer Arthur. Et on a fait une analyse intégrale de l'intégralité de ces tweets au moyen de modèles d'IA non biaisés qu'on a développés et qui nous permettent du coup de faire sens. Et parmi ces constats qu'on voulait partager en avant-première avec vous ce soir, on constate effectivement que l'ultra-politisation des propos sur le Bataclan, c'est-à-dire ce qu'on parlait, cette sacralité en fait dormante dont on ne se saisit pas ou dont on se saisit mal, finalement elle est récupérée par un certain nombre d'acteurs. Je vais vous montrer des questions qu'on a posées du coup au dataset à travers, si ça s'ouvre, au travers de, sinon je vous ferai le résumé, ça sera tout aussi bien, croisons les doigts, on va voir, au travers de l'outil, on peut poser des questions sur quelles sont les mentions du Bataclan par les politiques. Alors sans surprise, sans embâge, ce qui ressort, c'est que les mentions de Bataclan sont extrêmement trustées, pour parler en mauvais français, par l'extrême droite et par même certains réseaux de l'extrême droite. Ce n'est pas toute l'extrême droite, c'est certains réseaux d'extrême droite qui mobilisent beaucoup, notamment autour de Reconquête, mais pas que. Et il va y avoir des pics. Et les pics, c'est des affaires qui vont émerger en cours de route. Je vais vous retrouver, sinon je vais vous mettre tout simplement le rapport. Par exemple, pour donner un exemple et laisser Hugo essayer de dompter son ordinateur et son algorithme. S'il y a Internet.
dans les réseaux d'extrême droite qui Merci. s'activent beaucoup récemment autour, en prenant le Bataclan comme point d'appui, il y a ce que j'appellerais les réseaux syriens, les réseaux bacharistes qui disent « Ah bah oui, mais Al-Shara, c'est pas possible de lui parler, étant donné qu'il s'est réjoui du Bataclan. » Ouais. Voilà. Et donc ça, on le voit régulièrement apparaître. C'est un narratif forcément récent qui va avec... Mais donc on voit qu'on utilise le Bataclan comme une impossibilité finalement d'aller parler à certaines personnes. Et on voit des réseaux hyper structurés qui font feu de ce bois-là. Donc là, on voit dans le résumé exécutif, donc à l'échelle des 500 000 tweets. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que de voir que la communication culturelle autour du Bataclan, le Bataclan, à vrai dire, en tant que lieu pour ce qu'il est, c'est-à-dire un lieu de musique et de concerts et de culture, c'est moins de 3% des mentions. C'est-à-dire que 97% des mentions de Bataclan, c'est pour parler en fait d'autres choses, du symbole et des attentats. Vous voyez, premier point qui ressort, l'instrumentalisation politique de la mémoire des attentats. Le souvenir du Bataclan est constamment réactivé et mobilisé dans le débat public français, notamment par des acteurs politiques de droite et d'extrême droite qui l'utilisent pour critiquer les politiques gouvernementales et alimenter un discours anti-immigration. La diffusion de théories du complot concernant la gestion de la crise terroriste, ciblant particulièrement d'anciens responsables politiques comme Manuel Valls et François Hollande. La renaissance culturelle du Bataclan, quand même, comme lieu de spectacle international avec une programmation diversifiée qui génère son propre écosystème conversationnel sur les réseaux sociaux. Ce qui est très intéressant, c'est j'ai posé à l'outil la question qui était est-ce qu'il y a des contenus neutres sur le Bataclan? Et la réponse a été quasiment pas. Sur les 500 000, même quand on a du contenu neutre, et il en a sorti la liste, c'était en fait des trucs extrêmement ambigus, souvent de mauvais goût et difficile à interpréter, du genre est-ce que quelqu'un sait où est-ce qu'on peut manger un bon truc dans le quartier du Bataclan après 22 heures? Et vous regardez la date, c'était posté le 13 novembre 2024. Donc vous voyez, c'est une sorte d'anti-hommage, si vous voulez, au Bataclan, puisque 22 heures correspondant à peu près à la période de l'assaut sous ton contrôle. Donc on a bien là quelque chose qui est quasiment jamais neutre dans le débat public et dont en fait on ne se préoccupe pas, alors même qu'on voit bien que c'est aussi un symbole de tous les Français qui ont été visés ce soir-là et qui se retrouvent, ou qui pourraient se retrouver autour d'un totem qui est commémoratif, mais qui n'est pas forcément incarné politiquement. Et là-dessus, peut-être pour conclure, j'aimerais vous entendre sur un point qu'on n'a pas abordé, qui est justement la politique commémorative. Les bougies, je sais que vous êtes assez sceptique là-dessus, mais peut-être si on pouvait revenir là-dessus, et également sur quelque chose que je vous ai entendu rebondir dessus dans les médias, sur « vous n'aurez pas ma haine ». Cette expression qu'on a beaucoup évoquée, qui fait aussi référence à la résilience dont on a parlé, finalement, voilà, où est-ce que... Comment vous voyez ça? Sur les commémorations, on se retrouve dans le 13 novembre dans quelque chose de très particulier. Contrairement à ces grandes marches républicaines, l'état d'urgence interdit la capacité de se réunir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu. On se souvient tous de ces mémoriaux improvisés à Paris, de ces monceaux de fleurs, de ces messages et ainsi de suite. Mais on n'a jamais eu de moment d'unité nationale post-13 novembre parce qu'on était tout d'abord dans une traque des terroristes qui étaient encore sur le territoire. Et puis après, dans cet état d'urgence, on a eu la COP à Paris. Enfin voilà. Donc ça a un peu empêché ça. Et depuis, les commémorations qu'on fait, que moi je fais en tant que président d'association, que ce soit celle du 13 novembre ou d'autres, c'est toujours le même schéma. Des victimes, des politiques et puis un dispositif de sécurité autour qui interdit finalement aux citoyens lambda de venir rendre hommage en même temps qu'eux. Et donc ça, c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de nous casser ce 13 novembre après 10 ans en faisant une cérémonie particulière qui sera télévisée, qui sera retransmise, et pour qu'on ait quelque chose ensemble, avec une retransmission aussi Place de la République pour permettre ça. Mais donc, il y a quelque chose dans la commémoration du terrorisme qu'on n'arrive pas à faire, mais notamment parce qu'en fait, on n'a pas réussi à faire assez diminuer la menace pour pouvoir le faire. Donc voilà, ça je pense que ça répond à la première partie. Le « vous n'aurez pas ma haine », ça c'est vraiment un des narratifs d'extrême droite qu'on retrouve beaucoup, qui est « ah mais vous de toute façon, vous êtes vraiment dans une espèce de bienveillance ». Moi ce que je dis de ce titre, c'est déjà qu'il est au futur. Et donc Antoine Léris n'a pas dit « vous n'avez pas ma haine ». Il s'est donné un idéal. Cet idéal-là, finalement, il a touché les Français, peut-être encore plus que les victimes. En tout cas, moi,
beaucoup des victimes que je connais et moi-même, bah oui, il y a des jours où on a la haine, des jours où on l'a pas. Et en fait, ça va un peu avec la résilience. C'est un peu ces slogans fourre-tout, ces slogans, moi aussi je vais faire un anglicisme, feel good. Et c'est important de voir pourquoi est-ce qu'il a eu du succès en fait. C'est par une amplification qui n'est pas algorithmique mais qui est médiatique. Et donc il y a ça aussi dont on n'a pas parlé. Le média traditionnel a aussi une forme d'autocorrélation. Dès qu'un truc marche, eh ben on le remet, jusqu'à ce qu'un gimmick devienne finalement un résumé de la situation qui peut être extrêmement biaisé. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est peut-être aussi là que c'est utile de penser les algorithmes. C'est que ça peut être une note d'espoir pour que justement il y ait plus de narratifs qui existent, qu'on soit moins dans cet entonnoir que les médias traditionnels créent tout autant, avec d'autres mécaniques à l'œuvre. Mais c'est important de garder ça en tête, je pense. Moi, je dirais presque que c'est un beau mot de la fin. Donc, je pense qu'on peut rester là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là ce soir. Merci Anne, merci Arthur, merci à vous toutes. Sortir du Bataclan, c'est le livre d'Arthur Desnouveaux qu'il se propose de vous signer si vous le souhaitez. Et on vous accueille également pour discuter en dehors du spectacle. Merci encore d'être venus et à très bientôt. Merci. Le 4 décembre, prochaine séance, le 4 décembre prochain.